qu'à un moment donné, j'avais regardé une de tes présentations ou un de tes livres que t'avais écrit. Excusez, Guillaume, coupe sa boucle là. C'était trop tentant. Coupez. Regarde, reprends. Bienvenue au podcast Les Stratégistes. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Legault, directeur marketing à l'agence Guarana. Nous parlons de 10 tendances pour le marketing en 2020. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-la plus bas. Donc, merci Philippe Legault pour nous accompagner aujourd'hui pour notre premier podcast. Donc, tu es venu aujourd'hui nous parler des 10 tendances marketing 2020. Là, on sait que tout le monde a un peu sa propre recette, tout le monde a son petit truc secret. Toi, dans le fond, tu as été fouillé un petit peu dans tout ça, puis tu nous as sorti une liste. Exact. On a été sortir une liste justement de toutes les tendances marketing 2020. Comme tu disais, chaque personne en a des différentes. Il y en a qui vont dire que c'est plus ça, les médias sociaux, d'autres qui vont dire que c'est plus les articles de blog qui reviennent. Mais on a vraiment tout regardé ça, puis on a essayé de sortir une liste justement la plus précise possible pour vous aider pour votre marketing, en fait, tous ceux qui vont écouter ça, puis toi aussi, Toby, en fait, quand tu vas faire ton marketing. Mm-hmm. Ouais. Donc, le premier, on était avec le micro-contenu sur les médias sociaux. Ouais. Exact. Le micro-contenu redevient de plus en plus populaire. On l'a vu déjà il y a quelques années avec les Vines, justement. Mm-hmm. Vous vous rappelez, les petites vidéos de 5 à 10 secondes, 7 secondes même, je pense que c'était précisément. Puis c'est ça, donc le micro-contenu redevient populaire. On le voit aussi avec la plateforme TikTok qui prend beaucoup de puissance, en fait, par rapport à ce micro-contenu-là. Mais c'est ça, donc le contenu qui est le plus consulté, 6 à 15 secondes, justement. Les gens donc sont vraiment beaucoup actifs, ils regardent beaucoup de contenu. C'est souvent des petits contenus, mais sont moins souvent sur leur téléphone. Donc, ils vont pas sortir leur téléphone puis regarder du contenu pendant 1 heure ou 2. Ils vont plutôt sortir 2 minutes. Ils vont regarder des contenus, 6 à 15 secondes. Puis après ça, ils vont ranger le téléphone puis ils vont faire ce qu'ils faisaient dans la journée. Puis 5 minutes plus tard, ils vont le ressortir puis ils vont continuer. Donc, il y a un effet de répétition, dans le fond, dans ces types de contenus-là. Dans le sens que les personnes vont pas regarder. C'est pas comme une vidéo YouTube où ce qu'on va regarder une fois, on finit, on va en parler, on peut le partager. C'est vraiment un type de média qu'on va consommer plus qu'une fois, dans le fond. Ben, exact. Puis, c'est ça. C'est de moins en moins long, de plus en plus souvent. Un peu comme la culture un peu japonaise, en fait, qui était déjà un peu plus comme ça. Mm-hmm. Donc, on commence à devenir de plus en plus comme ça. Puis, c'est intéressant, justement, ça fait changer complètement le marketing, puis ça change toute la manière que les marketeurs font leur job depuis le début. Donc, justement, Facebook qui perd des pourcentages à chaque année, là, il est rendu à moins 10% cette année d'utilisation à cause d'autres plateformes qui arrivent. Il y avait Snapchat qui utilisait le contenu avec ses stories comme ça, qui est en train de se faire un peu battre par d'autres, justement, qui perdent beaucoup de parts de marché. Mais bon, Facebook, ils ont sorti d'autres choses, puis Instagram a sorti d'autres choses, justement, pour contrer ça. On va peut-être en parler un peu plus tard, tantôt, là, si on a le temps. Ça reflète un peu, dans le fond, notre société, surtout avec les plus jeunes, qu'on est un peu devenu presque TDAH, dans le sens que les contenus doivent être plus courts, doivent être très rapides, c'est très saccadé, c'est de l'information jump-pack, puis ça a beaucoup de couleurs, ça parle fort, ça a des écritures. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut s'appliquer pour le marketing, même si on dit mais un message en 7 secondes, c'est dur à passer. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce côté-là? Ben oui, c'est sûr, mais ça donne un bon défi, justement. C'est le fun je trouve que ça ouvre des portes, justement. Les meilleurs marketeurs vont sortir du lot, puis c'est ça qui va être intéressant. Avant, les pubs télé, on voyait souvent sur YouTube, déjà, on commence par YouTube, puis les pubs télé, c'était des 30 secondes. Des fois, même, on avait des 1 minute sur YouTube, qu'on ne pouvait même pas skipper pendant un certain temps. Ben là, des pubs de 1 minute, on a le temps de passer du stock, mais en même temps, c'est rapidement boring, finalement. Donc, on veut les skipper, on regarde 2-3 secondes, si ça nous intéresse pas, on veut pas voir la suite. Donc là, on regarde 2-3 secondes, puis si ça nous intéresse, on veut voir les 5 secondes qui restent, puis après ça, on va cliquer si on veut voir plus d'informations. Puis c'est un bon outil de lead generation aussi pour le reste, là. Fait que le micro-contenu, c'est vraiment intéressant, je pense, pour attirer, pour faire prendre conscience aux gens de notre produit ou de notre problématique, de notre service qu'on offre. Est-ce qu'on peut utiliser ce micro-contenu-là pour diriger vers un contenu plus élaboré par la suite en créant, par exemple, avoir un vidéo un peu plus long ou quelque chose comme ça, faire un micro-contenu qui attire l'œil, qui flashy, puis qui va après comme amener vers, mettons, la vidéo YouTube complète ou quelque chose comme ça. Je pense que Gary Vaynerchuk faisait ça. Je pense quelque chose un peu comme ça avec TikTok, entre autres. Exact. Ben oui, Gary Vee, il est partout, mais presque, en fait, là, il fait vraiment du micro-contenu partout pour justement
c'est un peu la notoriété d'un autre côté. Là, tout le monde, ils savent c'est qui Gary Vee, puis de plus en plus dans le niveau marketeur, il prend de l'ampleur. Il était, en 2019, il était comme le deuxième marketeur selon plusieurs sources web. Deuxième marketeur web, finalement. Puis c'est ça, c'est de ça qu'il fait. Il fait beaucoup de micro-contenu à côté. Donc il va prendre un tournage, par exemple, il va aller faire un podcast avec quelqu'un, il va faire une vidéo, il va écrire de quoi, il va l'envoyer. Puis il va en créer une centaine par jour, il va publier ça partout pour qu'au final, son offre, c'est juste de bien paraître puis de vendre la consultation à des grosses entreprises. C'est ça son offre, c'est pas juste de faire des micro-contenus, là. Donc c'est ça. Puis justement, ça l'amène un peu notre deuxième point qui est TikTok. Qui est vraiment, on parle de ça, on tourne autour. Gary Vee, justement, est fort sur TikTok. Beaucoup de personnes, les entrepreneurs et tout ça, sont très frileux de TikTok pour quand même des raisons comprenables. Qu'est-ce qui fait que TikTok, on parle du micro-contenu, donc TikTok est directement une influence de ça. Qu'est-ce qui fait que TikTok est aussi fort? Pourquoi que c'est aussi fort? Ben, justement, comme tu l'as dit, on suit le lien. Micro-contenu, TikTok, c'est direct dans la ligne de mire. Mais, par exemple, ça touche beaucoup les jeunes. Donc, ça a été long avant que les marketeurs commencent à embarquer. Puis là, on voit beaucoup les marketeurs embarquer dans TikTok de plus en plus. Pourquoi ça a été long? Parce que c'est les jeunes qui utilisent ça. Puis c'est les gens qui disent, justement, c'est les jeunes qui utilisent ça. Mon personnage, c'est des entrepreneurs, ils ont 45 ans. Pourquoi je viserais sur TikTok? Mais ces gens-là, ils vont vieillir, ils vont parler de vous autres. Puis de plus en plus... Oui, il y a des jeunes sur TikTok. Je pense que j'avais sorti une statistique, justement, 41% des gens sur TikTok ont entre 16 et 24 ans. Il y en a qui ont en bas de 16 ans, peut-être un 20%, une autre portion. Mais il reste quand même un autre pourcentage. Exact, il reste un 40% plus vieux, là, qui est là, qui écoute, qui est juste prêt à entendre du contenu intéressant. Pour l'instant, c'est tout du contenu un peu... inintéressant, on va se le dire, c'est pas tant intéressant, mais de plus en plus, si tu t'abonnes à des pages, puis exemple Gary Vee, tu t'abonnes à d'autres pages que t'aimes, par exemple, tu veux faire la vidéo, il y a beaucoup de monde qui montre comment faire la vidéo, comment faire des photos, puis c'est vraiment intéressant justement de suivre ces pages-là. Après ça donne du contenu justement pour t'aider à créer ton propre contenu. Puis ça devient vraiment pertinent, là. Ça change vite, en plus, parce que on en parlait il y a pas si longtemps, que éventuellement il y allait avoir un moyen de faire de l'argent, de viser un peu comme Facebook, comme Instagram. Puis là, il y a quelques jours, on a vu justement des posts sponsorisés qui ont commencé à apparaître. Fait que là, déjà là, on en parle en ce moment, puis je sais même pas à quoi la plateforme pour faire de la publicité sur TikTok est, mais elle existe. On en a vu, il y a des applications, entre autres, de jeux. J'ai vu des applications qui sont déjà pour faire les publicités, là. Exact. Moi, la première j'ai vu publicité, c'était sur le Super Bowl, donc ça fait quelques semaines. Même pas quelques semaines, je pense que ça fait une semaine, 2 semaines. Puis justement, c'est la première publicité que j'ai vue, puis on se disait, nous autres, en tant que marketeurs, tout le monde, quand on se parle, on dit OK, mais il n'y a pas encore de publicité sur TikTok, ça va venir, mais dans combien de temps? Ça n'a pas été long. TikTok, en ce moment, c'est l'application numéro 1 téléchargée au Canada. Ça prend énormément d'ampleur, puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est très local. Facebook, Instagram, Snapchat, n'importe, name it. Si tu parles pas en anglais déjà là, tu viens de perdre presque la moitié de tes parts de marché. Tu parles à tout le monde, puis il faut que tu parles en anglais, il faut que tu interagisses, tu fasses tes publications en anglais pour que ça fonctionne bien, pour être vraiment populaire. Tandis que TikTok, il n'y a pas de critères de langue, justement. Tu peux parler n'importe quelle langue, tu peux parler, justement, et c'est pour ça que c'est très fort au Québec aussi. Tu parles français québécois, disons. Puis tu peux devenir populaire avec du contenu en français, puis c'est vraiment pertinent, c'est géolocalisé, c'est les gens au Québec qui vont voir les publications. C'est vraiment intéressant. Après ça, le reach aussi, peut-être qu'on va en parler là, mais il est vraiment intéressant. Tu peux faire une publication, avoir 100 000 likes dessus, ce qui est impossible sur Instagram. Jamais ça peut arriver, à moins que tu aies déjà 100 000 followers, là. Justement, TikTok, c'est encore le Far West, ça. Il y a pas de règles, il y a pas de normes, il y a pas de critères établis sur qu'est-ce qu'un... Tu sais, Instagram, maintenant, on regarde ça, puis tu veux créer du contenu, tu veux avoir une certaine audience, faut que tu suives des règles précises, faut que tu utilises des hashtags, faut que tu fasses tes photos comme ça, là, c'est là des règles, faut que tu postes un post par jour, faut que tu fasses trois stories par jour, il faut que ça soit beau, faut que ça soit esthétique. TikTok est très un peu encore dans la culture de un peu trashy, un peu ça a voulu être amateur un peu, puis il y a une certaine attirance vers le contenu presque amateur, presque comme brut, là. Ben, le contenu amateur,
c'est aussi du contenu réel. Mhm. C'est ce que les gens vivent, c'est ce que mon voisin vit, c'est ce que moi je vis, ce que tout le monde vit. C'est pas un marketeur qui a décidé de faire un beau vidéo puis qui a une belle photo, exemple d'une fille sur le bord de la plage, puis après ça il met ça sur Instagram, puis le monde la regarde puis dit ok, je la connais finalement, elle travaille exemple au dépanneur à côté, puis elle est jamais sur le bord de la plage, mais tout son Instagram t'as l'impression que toute l'année elle est sur la plage. Exact. Donc, c'est vraiment... Ça se détache de la perfection de Instagram, pis c'est un peu plus real, dans le fond. Exact, ben oui. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Justement, on va avoir du vrai contenu pour l'instant. C'est sûr que la plateforme va évoluer. Tu disais que c'était le Far West totalement. Exemple, sur Instagram, on a des ratios. Il faut que tu likes, exemple, 30% des gens, parce qu'après ça, t'es dislike, parce que sinon, ton ratio va changer. Puis de façon organique, tu vas pas trop afficher. Sur TikTok, on le sait pas encore c'est quoi exactement les hashtags, comment ils fonctionnent. T'sais. Il y a la page pour toi, for you en anglais. Sinon, comment que ça fonctionne, comment qu'ils décident qui affiche, c'est sûr qu'il y a de la géolocalisation comme on l'a dit, mais un post que tu as fait peut avoir 30 likes, puis l'autre post à côté, 100 000 sur une même page. C'est ça qui est vraiment intéressant, tandis que sur Instagram, sur Facebook, c'est l'inverse. Tu vas vraiment augmenter au fil du temps, tandis que là, ça peut fluctuer à côté, puis c'est vraiment la qualité du contenu que tu vas livrer, puis l'intérêt que tu vas faire aux gens qui va décider si ton contenu est partagé, il est aimé ou pas. Puis pour conclure sur TikTok aussi, on a le fait que avoir une audience est beaucoup plus facile que sur les autres médias, il y a moins de compétition, l'algorithme est différent. Puis quand tu te ramasses une audience sur TikTok, dans le fond, si t'es loto, tu vas avoir une audience plus grande. C'est comme par exemple sur Instagram, maintenant c'est de ramasser 100 000 followers, bonne chance, mais TikTok, on est encore là pour la suite. Exact, puis c'est ça la crainte de beaucoup de marketeurs justement. Il y a 5 ans, ou il y a 5-6 ans, on regardait Instagram, on disait c'est juste les jeunes qui sont là-dessus, on va pas faire de publicité là-dessus, on va continuer sur Facebook, sur LinkedIn qui était plus fort un peu qu'on voulait, Twitter aussi qui était plus fort, qui a perdu des parts au Québec. Mais justement, Instagram a repris le marché, puis maintenant on n'a pas le choix d'être sur Instagram, tous les marketeurs, parce que c'est bien positionné, il sait comment vendre ses produits, mais TikTok, c'est possiblement le futur. Peut-être que ça va crasher, puis ça va être vraiment éphémère, puis que dans 6 mois, on n'entendra plus parler, ou dans 1 an, on n'entendra plus parler. Mais peut-être aussi que ça va faire comme un Instagram 2, puis ça va monter. Donc, faut pas prendre le risque, ça coûte quoi de mettre une vidéo une fois de temps en temps, puis de l'essayer. C'est vraiment intéressant quand même. Donc, avoir des followers, avoir des vues de façon organique sur Instagram, sur Facebook, c'est de plus en difficile. Ça nous amène à notre 3e point, le pay-per-click est plus important que jamais. Exact, la publicité payante. Qu'est-ce que le pay-per-click? D'abord, c'est quand même important. Ben oui. Le pay-per-click, c'est directement la publicité payante. Donc, c'est tout ce qui est sponsorisé sur Facebook, sur Instagram. Donc, on va voir sponsorisé, commandité, tout dépendant du réseau. Puis c'est payable au clic. Donc à chaque fois que quelqu'un clique ou à chaque 1000 impressions, tout dépendant comment on configure ça, ça va nous facturer. Donc c'est pas organique finalement, c'est pas de quoi qu'on partage, puis c'est nos abonnés puis les gens qui nous aiment qui vont voir, mais c'est de quoi qu'on va sortir dans notre réseau. Ce qui est très important de plus en plus, comme tu disais, pour Facebook, pour Instagram, parce qu'ils réduisent la portée organique justement pour évidemment pour faire plus d'argent, pour qu'on paye, pour qu'on soit obligé de payer pour ça. Puis c'est une des tendances, justement, on va de plus en plus vers la publicité payante. Puis ça fait quelques années déjà, là, on met une tendance marketing 2020, mais c'est déjà, les critères d'intérêt, ils s'élargissent, on est capable de cibler de plus en plus précis sur les réseaux. C'est vraiment intéressant, ça donne une force de vente puissante pour n'importe quel marketeur, n'importe quelle entreprise, là. Donc, ça va être c'est un bon réseau. On a vu aussi, par exemple, Google qui a changé un peu subtilement, un peu ses annonces, en fond, sur, maintenant, anciennement AdWords, mais maintenant Google Ads. Les annonces sur, mettons, la première page de Google sont de plus en plus difficiles à différencier avec les annonces, avec dans le fond, le organique, le positionnement organique. Ça veut dire qu'on voit vraiment un intérêt que Google veut que, dans le fond, le rendement que les personnes investissent sur eux pour positionner leurs mots-clés soit meilleur, dans le fond, qu'il y ait un meilleur rendement. Certainement, puis c'est un bon point parce que la mise à jour a été faite peut-être dans 1 mois ou 2, gros maximum, puis on voit
plus, en fait, que c'est une publicité. Là, à part, c'est écrit un petit peu commandité en haut, sponsorisé, en fait, sur Google. Annonce en français. Annonce, exact. Sponsor, ça. Mais ça reste le même élément. Avant, c'était vraiment dans un bloc à part, c'était plus haut, il y en avait 2, 3. Puis, ce que ça faisait, les gens skippaient ça automatique. Mentalement, ils descendaient. Il y avait peut-être, je me rappelle plus des statistiques précises, mais 20 à 30% des gens qui cliquaient ces publicités. Puis après ça, le premier était très important. Le premier organique, finalement. Mais là, le fait qu'ils ont comme mis ça avec l'organique, qu'ils l'ont caché, ça change la game. C'est vraiment un game changer pour tous ceux qui font des articles de blog aussi, puis ou du positionnement SEO, des vidéos qui veulent se positionner premier organique. Ils redeviennent un petit peu 2, 3e automatique parce que les gens, d'après moi, ça va augmenter la portée sur Google, sur les publicités payantes Google. Leur but, encore une fois, c'est sûr, c'est de faire de l'argent. C'est quand même une idée brillante, en fait, de leur part. Ça sera à voir si Google change d'idée à chaque 15 minutes. Là. Ouais. Donc, ça sera à voir s'ils gardent ça sur le long terme ou s'ils vont leur changer parce que peut-être que les gens, ça va créer des frustrations justement parce qu'on va être obligé de payer pour afficher sur Google finalement. Super. Pour le 4e point, on avait la collaboration entre les marques. Mais ouais, c'est un bon point, mais j'avais un petit point qui m'a passé en tête juste avant sur encore Facebook, Instagram. Puis on parlait des intérêts tantôt. Donc c'est ça, on parlait des intérêts, puis c'est dangereux d'un autre côté de trop se fier au pay-per-click aussi, à la publicité payante. Okay. On peut faire une publicité, on va dire, ok, on vend, exemple, des t-shirts. On vend des t-shirts, on dit, on va faire la publicité, on cible des t-shirts, on va dire, extra large pour les gens super musclés, bodybuilders, exemple. On va cibler les bodybuilders, on va vendre nos t-shirts à ces personnes-là, puis on va tout cibler par intérêt dans Facebook, dans Instagram. Par contre, on ne sait pas comment que Facebook détermine ça nécessairement. Il nous le propose, mais si du jour au lendemain, il change ses politiques, il change la façon qui fait son algorithme, finalement, on se fait avoir. On perd toute notre stratégie derrière. Donc, c'est sûr que de bâtir ses propres leads, sa propre base de données, ça reste quand même intéressant. C'est sûr, c'est plus dispendieux parce qu'on n'utilise pas celle de Facebook, on n'utilise pas celle d'Instagram, mais on va, sur le long terme, je crois que ça peut être plus payant, justement, d'essayer de quand même de bâtir sa base de données avec des emails, avec des numéros de téléphone, justement, pour essayer de vendre directement aussi, plutôt que de se fier 100% sur Facebook. Puis on sait aussi qu'avec des banques de données, plus des banques de données pertinentes, dans le fond avec des potentiels clients ou des clients qui fit bien avec ta brand, ça permet aussi de créer par exemple des lookalikes. Il y a quand même beaucoup d'outils maintenant pour aller pas dupliquer, mais aller dupliquer du moins les intérêts dans le fond de ces potentiels clients ou clients-là. Oui. Certain. Puis justement, ça nous amène au point collaboration. Collaboration entre les marques là, qu'on disait que tu venais d'annoncer plus tôt. Il y avait Maude Bouchard, je crois que je l'avais noté. Ouais, Maude Bouchard de LG2, justement, qui a dit que la collaboration, ça devient de plus en plus intéressant. Puis il faut mettre ça de l'avant parce que c'est exemple, League of Legends, le jeu populaire, ils ont fait une collaboration avec Louis Vuitton. Donc, ça peut être le trophée de League of Legends, puis tout de suite à côté, on a les textures de Louis Vuitton, on a le haut de gamme, le prestige de Louis Vuitton. Ça fait augmenter les deux marques, puis ça change complètement la dynamique d'une marque. OK, donc là, on est vraiment dans une culture ultra geek, dans le fond de League of Legends, puis on a Louis Vuitton, là, qu'on est quand même pas mal dans le top du high-end, qui a créé ça. Fait que, d'après toi, ils ont vu une opportunité de faire une collaboration. Mais déjà, on peut parler un peu de e-sport, là, mais le e-sport en général, c'est extrêmement populaire, puis ça s'en vient, c'est déjà là depuis quelques années en Amérique du Nord. Ça continue de monter, puis ça va continuer de monter encore quelques années, puis jusqu'à ce que ça atteigne un sommet un moment donné. Mais reste que c'est un gros public que tu vas toucher avec le e-sport. On n'est plus avec les geeks qui, justement, une autre collaboration, Doritos, puis c'est quoi Mountain Dew, justement. Doritos puis Mountain Dew, on n'est plus avec la même collaboration qu'avant. Le geek dans son sous-sol, c'est geek, c'est rendu quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo, c'est un sport littéralement, là, c'est du e-sport, c'est un minding d'équipe.
Les gens ils vont avoir un coach souvent. On est loin de Mario Bros au Super Nintendo quand on était jeune, au Nintendo 64, Zelda ou peu importe ce que c'est. Là. On est très loin de ça, puis c'est vraiment une équipe, c'est souvent des 5 contre 5, des 3 contre 3 qui vont jouer un peu comme au hockey, avec un coach, avec des gens qui vont recruter des nouveaux joueurs, qui vont regarder comment on peut s'améliorer, faire des nouvelles stratégies, c'est beaucoup des jeux de stratégie justement. Puis c'est intéressant, là, Louis Vuitton embarque dans le game, il s'expose à des milliers de personnes, puis automatiquement ces gens-là, c'est des sportifs, des e-sportifs finalement. Ils vont faire de l'argent éventuellement avec ça, puis comme le hockey, le Canadien, c'est pas justement Doritos puis Mountain Dew qui est mis de l'avant, là. Le Canadien, c'est quand même, tu vas voir une game des Canadiens, c'est haut de gamme, tu payes des billets chers. Peut-être qu'éventuellement, quand tu vas aller voir une game des e-sports au Centre Bell qui va être présenté un championnat, tu vas payer tes billets chers, puis tu vas y aller, puis ça va être haut de gamme à côté. On le sait pas, mais ça va être c'est un début, là. On va voir qu'est-ce que ça va donner au fil du temps. Donc Louis Vuitton a reconnu que son persona est quand même dans ce public-là. C'est quand même assez daring dans le sens que pas toutes les compagnies aussi haut de gamme auraient fait je vais investir dans un persona qui est un e-gamer très niche. C'est très 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 niche. Là. Ouais, c'est très niche. Puis c'est intéressant. On va suivre ces collaborations-là de proche. Pour voir qu'est-ce que ça donne aussi, mais ça peut donner d'autres idées aussi. On a Red Bull, GoPro, qui sont tout le temps associés. Mais Red Bull, tous les parcours de ski ou de motocross, on voit tout le temps Suzuki derrière, à côté, d'un vidéo justement promotionnel qu'ils font. Il y a tout le temps Suzuki derrière. Ils sont pas partenaires officiels nécessairement, mais en fait, je le sais pas. Mais on les voit tout le temps. Suzuki, Red Bull, toute la gang après ça, des boissons énergisantes avec les sports extrêmes, c'est sûr, c'est vraiment intéressant. Mais ça ouvre une porte justement à penser quelle collaboration nous on peut faire pour nos clients. Justement, on est une agence marketing, c'est pas juste de vendre nos services, c'est de vendre les services de nos clients, mais peut-être qu'eux, ils vont avoir une collaboration intéressante justement. Comment on peut peut-être avoir une idée des collaboration, naturellement on connaît son produit, fait qu'il faut connaître un peu le produit des autres, savoir qu'est-ce qui ferait une bonne synergie entre les deux dans le fond. Ben déjà, juste regarder par exemple, j'avais un prof qui me disait ça quand j'étais à l'université, il me disait, exemple, regarde dans une épicerie les items qui sont déposés, qui sont laissés abandonnés finalement du panier par les utilisateurs. Donc, t'as quelqu'un qui se promène avec son panier, qui dit, ce soir je vais manger quoi? La fondue au fromage. Donc, il prend les pains baguettes, tu rentres dans une épicerie, il y a des pains baguettes, il met ça dans son panier. Il continue, il fait 2-3 rangées, il arrive au fondu à fromage en tant que tel, ils sont 3 fois le prix. Les pains baguettes étant spécial, mais les fondus au fromage déjà toutes faites, sont trop chers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa baguette, il va le mettre là, puis il va s'en aller. Il va continuer à faire son épicerie parce qu'il va changer d'idée, il va acheter quelque chose d'autre. Ben ça, à chaque fois que vous voyez quelque chose dans une épicerie qui est laissé là, c'est pas un hasard non plus. Regardez, prenez l'item, là, regardez l'entour, souvent il va y avoir de quoi qui pourrait avoir une bonne collaboration ou une forte corrélation ensemble. Donc c'est vraiment intéressant juste dans les épiceries, puis là on peut amener ça partout sur d'autres sujets puis d'autres univers finalement. D'ailleurs, peut-être un petit aparté sur la façon que les épiceries sont dans le fond sont disposées. C'est vraiment réfléchi. Comme par exemple, quand on rentre, si on remarque qu'à chaque fois que tu rentres dans une épicerie, tu vas rentrer dans la section fruits et légumes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore dépensé. Donc, c'est là que tu as, dans le fond, le plus gros revenu discrétionnaire pour acheter tes produits. Puis, c'est des produits qui sont périssables. Fait que, naturellement, les épiceries veulent vendre plus de fruits et légumes parce qu'après 3-4 jours, la plupart des légumes vont être finis ou des fruits. Par la suite, puis ils vont toujours aussi séparer tous les produits essentiels à chaque rayon, puis ils vont toujours mettre des produits essentiels à la fin dans le fond d'épicerie. C'est pour ça que le lait est tout le temps presque à l'opposé dans le fond de l'entrée pour te faire traverser toute l'épicerie pour aller chercher ton lait, puis tu vas avoir plus de chances d'aller récolter. Je vais prendre ça en même temps, je vais prendre un yogourt, je vais prendre un beurre, tout ça. Donc, ouais, c'est quand même vraiment... Tout est réfléchi, il n'y a rien de fait au hasard. C'est ça, c'est des bonnes stratégies, c'est des stratégies old school un peu. Puis, old school, je veux dire, qui sont pensées depuis longtemps, c'est pas nécessairement sur le web, c'est en personne. Mais c'est vraiment intéressant justement de voir comment tout est pensé au fil du temps. Puis comment nous, on peut transposer ça aussi. Là, on parle beaucoup de web depuis tantôt. On est tendance marketing web 2020. Mais comment on peut transposer ça au web, justement, de faire des collaborations. Tu vas sur tel site, il peut y avoir une banner, justement, sur le site de League of Legends, une banner Louis Vuitton. Il peut y avoir des collaborations intéressantes. Pas juste dans les épiceries, puis la manière que ton parcours d'achat est fait. Ça peut être intéressant d'amener ça sur le web, puis de créer un engouement comme ça aussi, là. Mm-hmm. Donc, ouais. Génial.
Notre numéro 5, donc le commerce social prend beaucoup d'expansion. C'est quoi le commerce social, premièrement? Ben, le commerce social, déjà là, c'est intéressant. On le voit depuis quelques années en général, subtilement. Par exemple, Instagram, c'est un des plus forts là-dedans. Pinterest aussi, on va peut-être en parler tantôt. Mais tu te promènes sur Instagram, une page, exemple, de linge, justement, une personne, c'est du placement de produits en général un peu caché. Donc, quelqu'un qui est à la plage avec un maillot de bain, Hurley, ouais, un maillot de bain Hurley, exemple. Donc, le monde va savoir, hey, c'est quoi ton maillot de bain? Ou elle va souvent le mettre en commentaire. Mais maintenant, le commerce social, on peut acheter directement sur ces plateformes-là. Donc, ça peut faire un petit rond, exemple, sur son maillot de bain. Tu cliques dessus et ça rouvre une page qui va permettre d'acheter directement. Donc, le commerce social, c'est très populaire, c'est très fort. Pourquoi? Parce que le monde aime ça en général. Les statistiques le prouvent. Le monde, de plus en plus, il achète directement sur le social. Ils vont moins, en fait, sur Google se promener, aller rechercher parce qu'ils veulent voir, ils veulent être inspirés en même temps. C'est dur de savoir, OK, je vais taper maillot de bain dans Google, je vais attendre que les résultats sortent, je vais cliquer ces premiers, je vais aller dans une page de tout magasiner, je sais pas comment que ça fit sur une personne nécessairement, il faut qu'il y ait des bons mannequins. Des fois, il peut y avoir du Photoshop de fait dans les photos aussi. Je dis pas qu'il y en a pas sur Instagram, il y en a beaucoup sur Instagram, là. Mais c'est beaucoup plus vendeur de voir une personne que tu as déjà confiance, que tu es abonné, que tu suis, qui devient influenceur d'une certaine sorte, puis qui va mettre ses produits. C'est pas juste des influenceurs, ça peut juste être une entreprise générale, exemple Simons qui décide de mettre ses produits partout, puis on les voit, puis tu peux magasiner directement sur Instagram ou sur Facebook ou sur Pinterest aussi, qui est très fort là-dessus. Puis c'est plus organique aussi, parce que dans le fond, t'es sur ton fil Instagram, t'es pas nécessairement en mode achat, mais tu regardes, puis si tu vois comme si c'est, mettons, moi, je regarde un gars, il a un suit, puis je vois que son suit est tagué. Bon, je vois c'est Hugo Boss, puis c'est 1599. Ben, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être offusquées d'avoir cette information-là. Tu sais, c'est comme juste un petit peu plus d'informations. Je suis pas en mode achat, je le vois, ça reste en tête. Puis peut-être que, je pense qu'aussi quand ta garde est basse, dans le sens que t'es pas là pour acheter, je pense que t'as une ouverture d'esprit, je pense qu'elle est plus grande au moment de quand tu scrolls dans ton téléphone versus si tu cherches en train de mettre ça dans ton panier ou dans un magasin ou peu importe. Exact, puis ça me fait penser justement au prochain point qui est LinkedIn, Pinterest. On parle depuis tantôt de Facebook, Instagram, on a même parlé de TikTok, Snapchat pendant un certain temps. Mais LinkedIn, Pinterest, très intéressant aussi. Ils regagnent du marché. Pinterest, justement, si tu disais ta garde est moins intense ces réseaux sociaux parce que tu recherches pas nécessairement à acheter. Pinterest, ça sert à s'inspirer à 100%, là, on s'entend. T'es là pour t'inspirer, tu vois beaucoup les images, puis je pense que ça va gagner énormément en popularité dans les prochaines années parce que c'est beaucoup plus du long terme. Tandis que Facebook, 1 heure, 2 heures max, ta publication que t'as mis est partie. Là. Les gens, comme on l'a dit, le premier point justement, micro vidéo, micro contenu, ils scrollent, ils regardent, ils descendent pas loin dans leur fil d'actualité nécessairement. Donc ils vont regarder les nouvelles choses qui se sont faites dans les 5 dernières minutes. Si t'étais pas là, tant pis, ils vont mettre leur téléphone dans leur poche, ils vont leur sortir 2 heures plus tard. Donc le contenu qui reste 1 heure, 2 heures, tu peux être très loin, ça va très vite justement, le temps sur Facebook, sur Instagram, comparativement à Pinterest justement, qui va durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut pin dans son propre mur, ça te fait du recontenu, puis c'est pas avec un fil d'actualité nécessairement, là. C'est vraiment des tableaux, les gens peuvent cliquer dessus, puis aller sur ta page. C'est très intéressant de voir la longévité justement d'une photo puis du trafic que ça peut générer directement sur ton site web. Là. C'est moins chaotique aussi que Facebook. Ça a été un des reproches, puis probablement aussi une des pertes de popularité qu'il y a eu. Il y a tout, il y a n'importe quoi, il y a des vidéos, c'est ultra cacophonique, tout le monde poste beaucoup, il y a plus justement de longévité sur les posts. Fait que Pinterest, on est beaucoup plus, c'est plus permanent, je dirais, comme type de post. Ouais. C'est certain, c'est plus permanent. Puis c'est, comme dirait mon ami Guillaume, un slow and steady rise. Finalement, ça monte tranquillement. Pinterest, ça reprend des parts de marché, puis ça va devenir intéressant. Puis c'est déjà intéressant en fait pour plusieurs marchés, mais je pense que ça peut juste le devenir plus finalement. Contrairement à Facebook, on voit déjà une baisse de marché. Instagram qui est là, il est
d'après moi, à son apogée. Peut-être qu'il va remonter un peu, peut-être qu'il va descendre, mais d'après moi, il est quand même bien. TikTok, on en a parlé, qui est en flèche, mais ça, c'est une autre chose. Mais Pinterest, il se positionne, il monte tout le temps un petit peu à chaque année, puis c'est de plus en plus populaire, justement à cause de la longévité des produits. Ça m'amène aussi à LinkedIn, que j'ai mentionné un peu plus tôt. LinkedIn qui a été très populaire au début. Ouais, il y a eu un gros downfall. Exact. Les professionnels, il faut faire un réseau, il faut que j'ai des recommandations. C'est là-dessus que je vais trouver des emplois. Surtout parce que il y a une bonne partie des gens qui étaient sûrement à l'école quand que le réseau est sorti, des milléniaux justement qui étaient à l'école encore, donc ils voulaient avoir des emplois. Maintenant que les gens ont des emplois, LinkedIn, ça sert à quoi? Tu sais, tu dis, OK, il y a tout le temps des chasseurs de tête à chaque 15 minutes qui viennent m'ajouter, mais j'en ai rien à foutre un peu parce que j'ai déjà un job puis je suis déjà bien où je travaille là-dedans. Donc, tu sais, ça a beaucoup changé. Ça a vraiment descendu, puis là, ça commence à remonter tranquillement, justement, la pente depuis que Microsoft l'a acheté. C'est justement Gary Vee qui disait ça. Il était zéro sur LinkedIn avant. Il publiait pas dessus, il s'en foutait de ce réseau-là, littéralement. Puis, maintenant, il est très actif sur LinkedIn. Donc, il a vraiment repris contrôle de son LinkedIn, finalement. Puis, il a commencé à publier beaucoup plus de choses là, sur LinkedIn, ce qui va être, d'après moi, un des réseaux populaires dans les prochaines années, justement. Oui, puis il mentionnait aussi que c'est presque, je fais des gros guillemets, comme TikTok, dans le sens que tu peux avoir une très grosse portée, puis avoir peu d'abonnés ou de relations, ou puis ton post peut vraiment aller loin, peu importe ta place, dans le fond, dans la hiérarchie du média social. Ouais, c'est intéressant ça aussi, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le réseau va nous donner dans les prochaines années, justement, là, parce que LinkedIn, dans les dernières années, il était zéro dynamique. Là. C'était des pages, tu publiais du contenu, ça s'en allait dans le néant, personne ne savait trop comment ça fonctionnait. C'était vraiment pas dynamique. Puis là, ça commence à devenir plus dynamique. On voit les publications. Il y a LinkedIn Article, justement, qu'on peut écrire des articles directement sur LinkedIn. Ça devient populaire, ça peut créer du trafic vers ton site web. Les gens interagissent plus avec ton contenu parce qu'ils l'utilisent comme un moteur de recherche pour du contenu, comme une source d'inspiration pour des entrepreneurs, pour des marketeurs, pour des gens en affaires finalement. Donc ça devient vraiment intéressant, je pense, cette plateforme-là. Ça va être à suivre justement en tant que marketeur dans les prochaines années, puis à commencer à faire du contenu déjà dessus, à se repositionner comme on l'a déjà été il y a quelques années aussi là-dessus. Là. Le prochain point, le numéro 7, on est rendu au contenu généré par les utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le contenu généré par les utilisateurs, c'est tout le contenu que, en fait, le mot le dit, que les utilisateurs du produit, les utilisateurs finaux vont générer. Donc, on est habitué que c'est les marketeurs qui créent le contenu depuis des années, depuis la publicité télé. Après ça, la publicité web, c'est les marketeurs qui créent le contenu et qui poussent ça aux utilisateurs. Mais avec les médias sociaux, depuis quelques années, c'est beaucoup les utilisateurs finaux qui vont créer justement le produit. Donc, il y a un renversement de situation qui est quand même intéressant. Puis, on appelle ça des UGC, justement. Il y a User Generated Content, je pense, en anglais. Et on peut prendre l'exemple de Starbucks, justement, qui fait beaucoup ça. Donc, il va faire, l'exemple des votes, des questionnaires, les gens. Quelle couleur vous voulez, exemple, notre nouveau logo? Mais si 80% de la clientèle dit « Je veux un logo rouge », puis leur logo, en ce moment, il est vert, Starbucks va changer, puis ils vont mettre leur logo rouge. Donc, il va vraiment suivre les gens. C'est pas juste des votes, c'est peut-être des gens même qui vont faire un concours pour faire leur logo à eux. Donc, le contenu, là on parle juste de logo, mais ça peut être n'importe quel post contenu. Ils vont reposter justement des publications Instagram des utilisateurs sur leur compte, justement, puis ils vont créer du contenu fait par les utilisateurs finaux. Donc le contenu, il y a une rotation dedans, puis c'est les utilisateurs qui écrivent, c'est vraiment intéressant. Et les gens ont beaucoup plus de facilité finalement à apprécier ce contenu-là, puis à se sentir interpellés par ça. Donc, par exemple, 90%, j'avais une stat justement là-dessus, 90% des utilisateurs, ils aiment ce type de contenu-là, puis ils ont confiance, surtout, c'est ça le mot-clé, la confiance en ce type de contenu-là, versus 33% que c'est le contenu fait par les marketeurs. Les gens, on le remarque assez facilement du contenu qui est fait par une entreprise marketing versus qui est fait par un utilisateur ou qui est plus vrai, comme on parlait de TikTok un peu tantôt. C'est un peu aussi la raison pourquoi il est populaire. Là. C'est parce que le contenu, en général, il est plus pertinent, il est plus vrai, il est plus réaliste. Oui, puis justement, j'avais une discussion dernièrement avec quelqu'un de l'Université de Sherbrooke. Ouais. Puis, surprenamment, il n'avait pas un Instagram. Depuis
ils ont un Instagram depuis pas très longtemps. Puis, tu sais, ils se demandaient un peu comment lancer ça, tout ça. Puis, dans le fond, dans la discussion, j'avais mentionné justement que ils ont une communauté énorme qui produisent déjà plein de contenu pour eux. Fait que quand certaines plateformes sont plus bénéfiques de ce côté-là, mais des fois, si tu pars de zéro, tu pars parfois même pas de zéro parce que tu as déjà du contenu qui est déjà créé pour toi par d'autres personnes. Puis les personnes se sentent très valorisées quand que tu utilises leur contenu pour le mettre sur ton compte parce qu'ils font comme moi, mon post, ma photo, ma phrase était tellement bonne qu'ils l'ont pris puis ils l'ont mis, tu sais, ils sont fiers de ça. Fait ça a même une valeur ajoutée d'utiliser le contenu des autres. C'est pas juste c'est le fun pour toi, mais c'est le fun pour ton client aussi. Exact. Puis ça, c'est un bon point. On le voit aussi dans le parcours du client. Tu sais, au début, par exemple, c'est avec quelqu'un qui connaît pas ton entreprise, qui prend conscience de c'est quoi ton entreprise, ça devient un lead éventuellement, ça va devenir un client. Mais le but ultime, finalement, de tout ce qui est inbound marketing, de tout ce qui est marketing en général, c'est d'avoir des influenceurs. Mm-hmm. Puis à partir du moment où tu prends les publications des autres, tu le mets sur ton compte Instagram personnel d'entreprise, on s'entend là-dessus, justement, cette personne-là est beaucoup plus liée avec toi, puis elle sent déjà influenceur un peu de ton entreprise, ou de ton produit, de ton service, puis elle va continuer à faire ce genre de choses-là. Veux pas, tu t'aimes ça quand ça fonctionne, n'importe qui est comme ça. Quelque chose qui est le fun, que quelqu'un d'autre a partagé, que tu as eu beaucoup de likes, c'est intéressant, puis tu veux juste en faire plus. Donc, c'est un peu ça l'idée là-dedans aussi, là. Tout à fait. Puis je trouve que ça l'amène bien notre point justement numéro 8, qui est les micro-influenceurs. Ouais. Micro-influenceurs, c'est très populaire depuis quelques mois, même quelques années, je dirais. Ça devient de plus en plus populaire, mais là, en 2020, je pense qu'on va avoir encore plus une explosion là-dedans. On peut peut-être mentionner au Québec, ça commence à être plus populaire. Aux États-Unis, c'est déjà populaire depuis un peu plus longtemps, mais comme d'habitude, on est tout le temps un petit peu en retard. Certainement. Un bon point. Puis, micro-influenceur, c'est quoi, justement? C'est quelqu'un sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme, là, mais qui a entre 1000 et 100 000 abonnés. Mm-hmm. Donc, 100 000 abonnés, on commence à être un gros influenceur, on va se le dire, surtout au Québec, dans le marché qu'on est, ouais. C'est même très gros. Mais 1000, déjà, on commence à avoir beaucoup de monde qui nous suivent, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a 1000 personnes qui le suivent, c'est pas énorme, c'est un micro-influenceur, puis il va poster quelque chose, par exemple, un linge, un morceau de vêtement qui va sur ton chien. Cette personne-là est souvent suivie par 1000 personnes, exemple, à cause de ses photos de chien. Mm-hmm. Donc, si elle met un morceau de linge sur ça, tous ceux qui ont des chiens qui la suivent, ils vont avoir bien plus tendance à acheter. Le taux de conversion, là, il peut monter jusqu'à 20% d'un micro-influenceur. Okay. Un micro-influenceur, donc c'est énorme quand même comparativement à n'importe quelle autre plateforme, n'importe quel autre réseau. T'as déjà confiance à cette personne-là, puis la confiance, c'est la clé dans tout le marketing, finalement, dans toutes les entreprises. Là. Donc, si t'as confiance en cette personne-là, qu'elle pose de quoi qui est moindrement intéressant, c'est sûr que le taux de conversion va suivre, puis ça va être vraiment, vraiment intéressant. Ça me fait penser au marketing d'authenticité, justement. C'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus en vogue. Finalement, les entreprises se personnalisent directement. C'est plus quelqu'un derrière ou une entreprise, un groupe, finalement, qui parle pour l'entreprise. C'est vraiment l'entreprise qui est authentique, qui parle. C'est une personne physique, maintenant. Mm-hmm. Ça va un peu avec ça, là, les micro-influenceurs. On veut du vrai. Depuis le début, c'est ça qu'on dit. On veut du vrai. On veut des gens du contenu fait par des vraies personnes, pas du contenu qu'on le voit, là, c'est obvious si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est juste pour mettre de la publicité de l'avant. Tu sais, quelqu'un, on va dire sur Instagram, qui est à la plage, je reviens avec l'exemple de la plage, puis qui a un verre Starbucks dans les mains, puis qui le présente devant la caméra trop facilement. C'est évident que c'est une publicité pour Starbucks, on le sait tout, on le voit tout. Ça peut être intéressant sur le long terme pour une campagne de notoriété, mais c'est pas fort comme juste le placer ou juste la personne qui présente un nouveau exemple, un nouveau café ou quelque chose d'autre. Là. Exactement. Puis ces micro-influenceurs-là, c'est carrément des personas. Fait que quand tu fais ton persona pour ton entreprise, pour ton produit, tu peux aller chercher carrément tous les, on va dire, les stéréotypes de ton persona dans ces micro-influenceurs-là. Fait que ça risque de rejoindre la population que tu veux rejoindre. Puis je pense que ça peut être un bon test de savoir aussi pour tester ton persona. Si tu t'associes parfois, s'il y a un manque de données ou un manque de statistiques sur ton persona, si tu fais des tests avec différents micro-influenceurs, puis tu vois les réponses, ben peut-être tu peux comme identifier ton persona, lequel que, si pour te poser des questions, ben ça peut peut-être te donner des réponses. C'est une très bonne idée, ça, justement, pour établir le persona. C'est un des gros défis marketing aussi, initialement. Puis,
micro-influenceurs, 1000, 5000, 10 000 personnes au Québec, ça coûtera pas cher aussi. Il y a quand même un volume qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher 10 micro-influenceurs qui vont nous revenir le prix d'un vrai influenceur. Un vrai influenceur étant 100 000 personnes et plus, on s'entend. C'est sûr, c'est mieux d'aller en chercher 10. Là. On va pouvoir cibler son personnel, on va pouvoir vraiment cibler ça, comme tu disais, versus aller en chercher un gros qui va nous coûter cher, que si on se trompe, c'est high risk, high reward, finalement. Là, si on se trompe, c'est fini. Là. C'est ça. Mais si ça fonctionne, par exemple, il y a quand même un avantage là-dessus. C'est pour ça que c'est pas fini non plus les gros influenceurs, mais pour certains créneaux, pour les plus petites entreprises, surtout au Québec, micro-influenceurs, c'est la clé. Là. Super. On passe au point 9, qu'on est les podcasts, comme quel hasard. De toute évidence, les podcasts, c'est une tendance. Une tendance en Amérique du Nord en général. Normalement, on est un peu en retard comparé aux États-Unis, comme on dit. On est encore en retard ces podcasts, mais pas tant que ça comparé au reste des choses. Là. Les podcasts, l'année passée, finalement, aux États-Unis, ça a vraiment connu une explosion. Il y a comme 700 000 podcasts aux États-Unis. C'est énorme, finalement, le réseau de podcasts puis le nombre d'émissions, d'épisodes, finalement, qu'on peut écouter maintenant. Pourquoi que ça devient vraiment populaire? La raison est simple. C'est parce que tu peux faire ça n'importe quand. Tu peux faire de l'écoute passive. Il y a peut-être des gens en ce moment qui nous écoutent, qui font autre chose, qui sont en train de cuisiner, sont dans leur auto, puis qui veulent juste écouter un peu, savoir un peu sur le marketing. Puis c'est pas juste sur le marketing, c'est aussi une manière de se motiver aussi. À chaque fois que j'écoute un podcast ou que je me promène, c'est pour en apprendre plus, apprendre des cues. Des fois, c'est juste se rappeler des choses qu'on sait déjà dans le fond de nous, qu'on met pas de l'avant, qu'on prend pas le temps de faire à chaque jour. Mais à la fin du podcast, souvent, tu vas finir motivé, tu vas finir primé, tu vas dire « Ok, je pars, et c'est vrai, il faut que je me ressente, il faut que je refasse ma structure de comment je fais mon marketing. » Ça te donne de nouvelles idées puis de nouvelles choses. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans les podcasts. Puis ça l'amène une simplicité parce qu'on peut avoir vidéo ou on peut avoir audio dans les podcasts comme nous on a les deux versions. Fait que c'est quand même une belle opportunité aussi d'apporter un contenu vidéo puis audio, fait que tu fais un 2 pour 1 en même temps. Exact, puis on va revenir encore sur Gary Vee, depuis tantôt on en parle. Avec un podcast, c'est un contenu audio initialement. Justement, comme tu dis, on peut faire des vidéos. On peut faire ensuite un texte, donc rédiger exactement le texte qu'on a dit. On le met en texte, ça nous aide sur le positionnement organique. On peut faire une capsule YouTube, on peut faire plein d'articles de blog par rapport à ce qu'on a parlé puis ce qu'on a dit. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, la multitude de choses qu'on peut faire avec juste un podcast. Je pense que c'est vraiment intéressant, puis c'est pas nécessairement long à faire. Tu t'assois, tu jases un peu, puis tu parles d'un sujet que t'aimes puis qui t'intéresse finalement. Puis le fait d'avoir justement des invités, ça fait bénéficier ton podcast de, dans le fond, l'entourage de cet invité-là. Fait qu'à chaque fois que tu as un nouvel invité qui vient à ton podcast, lui, il va le partager à son réseau. Fait que ça fait que ça se multiplie assez rapidement aussi. Exact. Puis depuis tantôt, on revient tout le temps là-dessus, la confiance avec les gens. C'est aussi un bel outil justement pour que tes utilisateurs, tes clients, finalement, apprennent à te connaître. Ils peuvent suivre ton podcast, avoir des trucs gratuits, justement. C'est toutes des choses depuis tantôt qu'on dit qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'une agence pour ça. Ils peuvent commencer par le faire eux-mêmes, puis ça génère une certaine confiance entre toi et tes clients, entre les personnes que tu travailles avec, puis les personnes qui écoutent le podcast. Puis au final, quand ils vont vraiment vouloir passer au prochain niveau, ils vont engager une agence ou ils vont engager tes services. C'est pas nécessairement juste dans le marketing que c'est intéressant, là. Ça peut être dans n'importe quelle sphère. Et les gens veulent savoir, veulent comprendre comment ça fonctionne avant de faire affaire avec un professionnel souvent. Donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est une belle opportunité, tout à fait. Puis, on est rendu déjà à notre dernier point. Donc, on tombe un peu dans le domaine du SEO. Le trafic, en 2020, ça, le monde l'aime moins, va diminuer. On en a parlé tantôt, le pay-per-click de plus en plus populaire. Google, même, il mélange, en fait, pas il mélange, mais il met moins de l'avant que c'est du contenu sponsorisé, finalement. Donc, il mélange avec le contenu organique. Déjà là, le contenu organique peut prendre une shot un peu. Ça descend beaucoup dans l'organique. Le SEO est de plus en plus difficile. Mais il faut en faire quand même. Il faut continuer de pousser notre SEO pour monter dans le moteur de recherche. Par contre, Google veut plus se positionner nécessairement en tant que moteur de recherche. Il veut être un moteur de réponse plutôt. Donc, pourquoi pas pourquoi que tu rentres dans Google? C'est que tu écris une question. Tu écris souvent, exemple, quel type de bois choisir pour faire ma maison? T'écris ça, puis tu vas avoir la réponse en un clic, tu vas avoir la réponse, même des fois en pas de clic, parce que des fois, il va te suggérer dans les snippets, justement, directement des réponses.
Puis il veut pas que tu ailles sur un autre site puis partir. Il veut que tu continues à chercher tes réponses là-dedans. Tu cliques sur des publicités, ça va lui générer de l'argent. Que tu restes sur son moteur de recherche, finalement. Puis c'est évident, c'est une bonne manière pour lui de faire les choses. Ça nous amène aussi au vocal search, finalement. Donc, toutes les reconnaissances vocales, ils vont se fier là-dessus après ça pour sortir les réponses. Puis c'est vraiment puissant. Faut vraiment s'assurer qu'on soit, nous, dans les snippets en haut, qu'on réponde aux questions des gens rapidement, puis que s'ils veulent plus de détails, là, ils cliquent puis ils arrivent sur notre site. Donc, ça va devenir de plus en plus dur de se positionner, mais de plus en plus pertinent parce que si t'es le premier, tu gagnes, finalement. C'est un peu ça l'idée, là. Tout à fait. Super, donc ça fait déjà le tour de nos 10 points. Fait que le temps a déjà passé vite. Fait que je te remercie vraiment beaucoup pour ta venue. Puis on se revoit bientôt. Certainement. Puis pour finir, justement, on a parlé beaucoup de marketing depuis tantôt. Pour votre entreprise, ça peut tout être des points qui vont être importants à penser, à mettre en place dans votre entreprise. C'est des points faciles à mettre en place souvent. Pensez, mettons, à prendre 1 heure par semaine pour faire du contenu. Fait que donc, juste prendre une photo, une vidéo, après ça, l'écrire en texte, le mettre sur vos pages de site web, continuer à élargir ça beaucoup. Puis ensuite, de vraiment faire une synergie aussi avec votre équipe de vente. Ça, c'est vraiment important d'avoir vraiment la synergie parce qu'après ça, oui, on va générer des leads. Vous allez générer des leads en faisant toutes les tendances qu'on a faites puis en suivant ça. Mais il y a un gros gap, peut-être ça sera un prochain podcast qu'on pourrait parler. Justement, c'est que l'équipe de vente, il faut qu'elle soit prête à recevoir ces leads-là. Il faut qu'il y ait une bonne synergie entre cette équipe-là. Donc, exactement. Fait que si on a un plan de match dans le marketing, que le plan de match suive quand on est rendu dans les ventes, parce que si on veut finaliser la vente, il faut que le tout se suive dans le fond. Exact. Donc, c'est ça. Ça fait déjà le tour de nos 10 points marketing pour 2020. Donc, Philippe Legault, je te remercie beaucoup pour ta présence. Fut très apprécié. Merci bien. À la prochaine.